Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de l'ère du sport consacrée aujourd'hui à un thème transversal qui intéresse sportifs et entraîneurs, les médias et le sport de haut niveau. Quelles interférences? Pour en débattre avec nous, Annick Dumont, entraîneur national de patinage artistique et également consultante pour France Télévisions. Bonjour. Fanny Lemanque, sociologue à l'INSEP. Bonjour. Philippe Tétard, historien du sport et maître de conférences au Mans. Bonjour. Gérard Genès, aujourd'hui depuis peu, directeur de la rédaction de France Football. Bonjour. Et qui a également occupé le poste de directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe. Jean-Claude Volmer, chef du service du suivi d'épaule de l'INSEP et également entraîneur d'athlétisme, plus précisément spécialiste de demi-fond. Bonjour. Donc un constat, les médias sont de plus en plus présents dans le milieu du sport de haut niveau et surtout d'ailleurs en ce moment à quelques semaines des Jeux Olympiques. Donc nous avons voulu faire un état des lieux finalement des relations particulières entre ces deux mondes qui finalement ne se connaissent pas toujours très bien. Donc avant d'entamer le débat, nous avons demandé au taekwondiste Pascal Gentil, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques et d'ailleurs assez médiatique, il faut le dire, de nous expliquer comment lui avait appréhendé les relations avec la presse pendant toute sa carrière. On l'écoute. Les relations avec la presse, je vais dire qu'elles ont été très bonnes puisque en n'étant pas champion du monde et pas champion olympique, j'ai bénéficié d'une bonne notoriété. C'est-à-dire que tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que s'entraîner dans sa cave, même si on était le meilleur du monde, si les gens ne le savent pas, on peut pas rayonner. Donc c'est un savant mélange ou un doux équilibre entre donner aux médias, c'est-à-dire leur donner du temps, leur consacrer du temps pour qu'ils puissent venir faire des reportages sur nous, nous faire connaître du grand public, et rester focalisé sur les entraînements pour pouvoir être performant. Moi, quand j'ai commencé le sport à 18 ans, je regardais autour de moi, je voyais beaucoup de sportifs qui gagnaient beaucoup d'argent. Je me dis, mais et pourquoi dans mon sport, il n'y a pas d'argent? Donc voilà, il a fallu d'abord exister, donc être face aux caméras, et puis après, démarcher les sponsors. Vu que tu existes et qu'on te voit, c'est un effet boule de neige, on te voit par là, on te voit par là, et après, tu dois faire monter ta cote et te vendre. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, et je suis bien content, en ayant fait 20 ans de carrière, aujourd'hui, de pouvoir partir avec un petit patrimoine parce que je suis pas un sport comme la boxe ou comme tous ces sports professionnels où après chaque combat, on vous donne un gros pactole, quoi. Oui, il y a forcément une injustice. Le monde est ainsi fait. Le monde est fait d'injustice. Mais après, quand on a fini de se lamenter sur son sort, on essaie de faire du Pascal Gentil, c'est-à-dire on essaie d'intéresser les médias d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai fait de la télé-réalité, j'ai fait pas mal de performances, j'étais aux côtés d'hommes politiques. On m'a vu dans beaucoup de situations diverses et variées, mais c'était toujours dans l'optique de faire parler de ma discipline. Et avant tout, on essaie de montrer le meilleur de nous. Quand on est sur le tatami ou en la performance, on essaie de donner le meilleur. Et parfois, on peut se sentir un peu trahi pour des propos qui ont été non pas détournés, mais enfin peut-être détournés, mais pas déformés. Et il est venu à tel meeting et pourquoi pas à celui-là. Il fait l'impasse sur la saison d'hiver. Enfin, voilà, un sportif de haut niveau, on n'est pas toujours au top. Et quand on est en compétition, on donne le meilleur de nous. Et des fois, on se sent un petit peu trahi, ouais. Allez, impose-toi au niveau des steps. Pour ma qualification là, pour les Jeux de Londres, j'ai un peu pesté de voir que les médias n'étaient pas présents. En fait, j'ai pas pesté au tournoi, j'ai juste pesté quelques semaines après quand j'ai vu Alain Bernard qui était en train d'essayer de se qualifier et malheureusement décrochait pas son quota en individuel. Et je me disais, moi aussi, j'aurais bien aimé que les médias soient présents au tournoi de qualification olympique, c'est quand même quelque chose d'important. Et malheureusement, peut-être pour des raisons de visa, mais il n'y avait personne. Et voilà, les seules personnes qui seront au courant qu'il n'y aura pas de garçons aux Jeux olympiques, c'est ceux qui ont été cherchés sur Internet, sur le site de la fédération. Enfin,
Ma première anecdote, c'est Eric Anzo qui travaille à France Télévisions, que j'ai appelé un jour pour mon premier titre de champion d'Europe. Je crois que c'était en 94 à Zagreb. Et je lui laisse un message sur son portable. Et je lui dis Salut Eric, c'est Pascal Gentil, je viens de gagner le titre de champion d'Europe, faudrait peut-être en parler. Et il avait fait un sujet, un reportage sur moi, qui avait été fantastique et qui avait été élu le meilleur reportage sportif de l'année. Il avait eu une prime qu'il avait partagée avec les caméramans et le preneur de son. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, le taekwondo, les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils ont rencontré des gens qui criaient, qui sautaient dans tous les sens. Et c'était un super reportage authentique, puisque moi, j'ai toujours été sincère devant la caméra. Et je pense que le public et les gens le ressentent. Donc, c'est important d'être vrai en permanence. On récupère. Non. Non, parce qu'après, t'as scoré. Allez, là, on récupère. Donc là, on voit effectivement un Pascal Gentil qui a vraiment, j'allais dire, profité, enfin sinon profité, mais joué avec les relations presse. Donc déjà, un sentiment sur son intervention. Est-ce qu'il faut aller de l'avant, aller rechercher les relations presse ou attendre qu'elles viennent? Qui veut se lancer? Jean-Claude? Il a prononcé le terme d'injustice du côté des athlètes. Il y a souvent ce ressenti parce qu'il y a une espèce de confusion entre la notoriété et la performance. Parce que les deux n'amènent pas forcément le regard sur soi. Je pense que Pascal, lui, a réussi à le faire parfaitement. C'est un showman, il a su, comme on dit, se vendre. Mais très souvent, les athlètes méconnaissent un peu la question. La performance n'amène pas nécessairement les médias sur soi, mais qu'il faut parfois un autre aspect de la vie des sportifs. Donc notoriété et performance sont deux choses un peu différentes. D'accord. Et moi, je viens d'un monde... Gérard? D'un monde des médias anciens, c'est-à-dire c'est le Moyen-Âge, ça s'appelle la presse écrite, ça existe encore. Mais j'ai connu une époque où c'était le média dominant, pour ne pas dire le seul média. Il y avait très peu d'émissions de sport à la télé. Les radios, le dimanche, faisaient un peu de sport. Et donc, être dans l'équipe, c'était important. Aujourd'hui, bien sûr, je ne veux pas dire que ça n'est pas important. C'est toujours important pour beaucoup de champions. Pour un champion comme Pascal Gentil, par exemple, qui dit moi ce que j'ai entendu, c'est que j'ai toujours essayé d'être vrai. Bien sûr, il a toujours essayé d'être vrai. Nous sommes souvent confrontés à des champions qui vivent dans d'autres modèles économiques et qui ne cherchent pas du tout à être vrais, mais à s'inventer une image. Une image, parce que l'image, c'est la valeur du champion. Ce n'est pas seulement sa performance. Donc on est un peu dans ce monde ambivalent, avec bien sûr l'injustice. On connaît cette injustice parce qu'à l'équipe, on nous l'a souvent reproché, c'est-à-dire vous parlez que de foot et puis vous ne parlez pas de ce qu'on appelle les petits sports, qui ne sont pas des petits sports, qui sont des sports de second rang médiatiquement. Voilà, qui sont un petit peu moins populaires ou un petit peu moins connus ou un petit peu moins pratiqués. Et puis voilà, alors des sportifs comme Pascal Gentil, pour nous, sont des très très bons clients, entre guillemets. D'abord parce que le contact est très simple, tandis que dans beaucoup de sports maintenant, même quand on a le contact directement avec le champion, on lui dit est-ce qu'on pourrait se voir, avoir un entretien? Il dit oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, tu vois ça avec mon agent ou avec mon avocat, et généralement on n'a pas le rendez-vous. Donc tout c'est compliqué parce qu'aussi l'argent est arrivé. Ce n'est plus un contact simplement direct entre le journaliste, je parle de la presse écrite, et le champion. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont rentrés dans le jeu et ça devient plus difficile d'avoir du vrai. Alors on peut l'avoir avec des champions de ce type et puis quelques exceptions. Après, voilà, on sait qu'il y a des médias qui payent pour s'offrir des événements, donc qui payent pour accéder aux champions. Et les champions vivent de cette manne financière. Alors c'est vrai bien sûr pour le foot, c'est de plus en plus vrai pour le rugby, qui était un sport où on a toujours parlé des valeurs du rugby. Alors c'est très caricatural, les valeurs du rugby. Parce que les valeurs du rugby sont juste celles qui existent dans plein d'autres sports, sauf qu'en plus ils faisaient la troisième mi-temps, alors c'est un peu mythique ça. Mais voilà, donc disons que les contacts sont restés aussi forts avec les sportifs, mais moins naturels malgré tout, moins naturels. Et
Et de plus en plus, c'est l'argent roi qui dicte l'accès aux médias. Et parce que derrière aussi, il y a des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs, et que tout ça compte énormément. C'est pour ça qu'actuellement, nous sommes dans une période très saine, je trouve, parce que nous sommes en période pré-olympique. Et en période pré-olympique, les médias ont tendance à s'intéresser à tous les champions, à beaucoup de sports, et non plus seulement à 2-3 sports majeurs. Mais ça me fait rebondir sur une question un petit peu directe. Qui profite à qui ? Est-ce que c'est le sportif qui va trouver bénéfice dans ses relations presse réussies, ou c'est le contraire, le journaliste qui va trouver de la matière, donc qui va intervenir ? Fanny ? Je pense qu'il y a déjà Pascal Gentil a parlé d'injustice entre les sports. Il y a déjà, je pense, dans le qui profite à qui, des grosses différences entre des sports très médiatisés et des sports beaucoup moins médiatisés, avec des petits sports médiatisés, entre guillemets, qui vont avoir un coup d'éclat, notamment tous les 4 ans aux Jeux, et peut-être qu'il y aura moins d'intérêt en termes de visibilité au-delà de la seule performance, qui est déjà énorme au moment des Jeux Olympiques, mais peut-être qu'il y aura moins d'intérêt derrière en termes de visibilité pour éventuellement dépasser le monde sportif et pouvoir peut-être être visible Pascal Gentil a parlé d'émissions de télé-réalité, dans des spots publicitaires, etc. Donc je pense que le qui profite à qui est différent selon les sports, selon le sportif, et aussi selon le sexe des sportifs, puisqu'on voit que d'une manière générale, les femmes sont quand même sous-médiatisées à sport identique, d'une façon générale, tout sport confondu. Et puis, peut-être vous en parlerez certainement mieux que moi, mais la presse a aussi besoin d'événements sportifs et de sportifs pour faire vendre, tout bêtement. Et puis, parfois, au-delà du seul aspect de la vie sportive et des performances sportives du sportif ou de la sportive, on voit que, notamment avec le classement des personnalités préférées des Français, etc., le sportif va au-delà de son seul statut de sportif et personnage public pour certains cas, qui se positionne, qui prend des positions politique ou autre. Et donc, du coup, l'effet un petit peu boomerang, c'est qu'il a aussi des aspects extrasportifs à la fois à préserver et à la fois certaines responsabilités par rapport à ça, par rapport aux valeurs qu'on associe ou que les médias associent ou que les sponsors associent à l'image du sportif qui dépasse le cadre de la performance. Il rentre de plein pied dans la société. Ouais, tout à fait. Philippe Tétard, votre avis sur la question, j'allais dire, est-ce que c'est des choses qui ont évolué dans le temps ? Sur le schéma général, je pense que ça a très très peu évolué. Il y a un contrat d'intérêt mutuel depuis les premiers temps de la médiatisation du sport, à partir des années 1880. Les cyclistes en particulier à l'époque et la presse avancent du même pas en vérité. D'ailleurs, c'est la presse qui, dans la plupart des cas, est à l'origine de la création des premières classiques cyclistes, c'est-à-dire le type de spectacle sportif à partir duquel le phénomène sportif va commencer à se diffuser et se populariser. Donc là, on est du côté, les journalistes profitent ça va, c'est dans les deux sens. Moi, on peut prendre un exemple parmi bien d'autres. Maurice Garin, qui est le premier vainqueur du Tour de France, a été porté au nu par Henri Desgranges, qui était le patron de l'auto. Et il a fait une partie de sa carrière, une partie de sa notoriété, et des petits contrats publicitaires, sans doute pas comparables à ce qu'ils sont aujourd'hui, grâce à ce support de l'auto, qu'il appelait le sanglier des Ardennes, alors que c'était un tout petit bonhomme. Et l'auto a totalement bénéficié de l'image de ce personnage, de son ascension sociale, puisqu'il était fils d'immigrés italiens, milieu de mineurs. Donc finalement, ce jeu-là, on le retrouve aujourd'hui, bon an, mal an, mais avec des enjeux financiers qui sont évidemment infiniment plus forts. Et puis la deuxième chose, je crois qu'on peut remarquer, en écoutant Pascal Gentil et ce que vous pouviez dire, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui d'une spectacularisation systématique de tous les faits de la vie sociale. Voilà. Donc à partir du moment où un sportif ou un groupe de sportifs n'est pas en mesure de donner aux médias, et particulièrement à la télévision, les moyens de construire une dramatique sportive, sachant que historiquement, c'est la qualité même de dramatique du sport qui a fait son succès médiatique. À partir du moment où il n'y a pas ces éléments qui permettent de construire une dramatique, et le cas d'Alain Bernard lors des derniers championnats de France est frappant à cet égard, le retour de Laure Manodou, la retraite
pas attendu, mais d'Alain Bernard, ça compose des éléments d'une petite tragédie. C'est-à-dire qu'il faut des histoires. Voilà, et Pascal Gentil, tout seul, aussi brillant soit-il, quel que soit son palmarès, il ne peut pas à lui tout seul fabriquer comme ça une petite tragédie ou une comi-tragédie. On en a connu un certain nombre au cours des 20 dernières années. Donc je pense que ce contrat-là d'intérêt mutuel, il existe depuis toujours. Alors Pascal Gentil insiste, il ne faut pas rester dans sa cave, il ne faut pas rester à s'entraîner dans sa cave. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire du sport de haut niveau, on est obligé d'aller à un moment donné dans la lumière? Annick peut-être? Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est deux mondes qui sont un petit peu les médias, et je ferai un peu une différence entre l'audiovisuel et effectivement, comme vous le disiez, la presse écrite, qui sont un peu des moyens de communication qui se séparent, je trouve, au niveau de la communication sur le sport. Et puis le monde du haut niveau, c'est un peu, je t'aime moi non plus, mais je pense qu'il y a vraiment un problème éthique. Je pense que si on a tous besoin les uns des autres, les sportifs, aussi bien que les événements, parce que franchement, les médias ont créé des événements sportifs et sans les médias, il n'y aurait pas autant un Tour de France, un Roland-Garros, un Paris-Dakar, si je le mets dans le sport aussi. Donc on a vraiment... C'est un rôle à jouer dans le développement du sport même. Énorme, énorme. Et là où le bas blesse, c'est, je pense, quand chacun de ces deux mondes attend trop de l'autre et où chacun ne reste pas dans son éthique. Je pense qu'au niveau des journalistes, lorsqu'on leur demande inévitablement d'aller vers du scandale, vers de l'histoire dramatique, où finalement on parle des gens qui ont des problèmes, on appuie là où ça fait mal, et donc les athlètes le ressentent très, très difficilement. Et l'athlète demande à la presse quelque chose que la presse ne peut pas lui donner, parce qu'il y a des moyens économiques indispensables à l'évolution de la presse. On sait très bien qu'il y a des problèmes économiques de plus en plus compliqués, et de ce fait, les athlètes ne comprennent pas ça. Et donc là, il y a des contradictions qui se mettent en place. Il y a des conflits inévitables. Et là, le rôle de l'entraîneur, je pense, est très important aussi, de préparer ces athlètes. Vous voulez intervenir, Jean-Claude ? Oui, sur ces histoires qu'il faut construire. Je prends un exemple, Mehdi Bala. Au début, c'est le voleur de mobilette qui court vite, c'est un gamin des quartiers, fait pas le bac. Que tu entraînes, je précise. Que j'ai entraîné, dont je m'occupe un peu, donc je connais bien l'histoire. Donc je pense qu'au début, tout le monde a besoin de tout le monde et tout le monde aide tout le monde. La presse peut construire une histoire, l'athlète s'appuie là-dessus pour économiquement exister aussi. Et donc tout le monde a l'histoire en tête du pugilat en pleine piste à Monaco. Il n'y aurait pas eu les médias, la télé, le direct, cette histoire n'aurait pas pris cette ampleur. Et donc, à un moment, le fait que ce soit diffusé sur des millions de passages à YouTube, sur toutes ces... a forcément desservi l'athlète. Là, ça ne sert pas, ça dessert. Là, ça commence à desservir. Alors, l'histoire est parfois commune, et puis parfois il y a des ruptures. Ça continue à faire vivre la presse parce qu'ils ont une histoire à raconter, mais le sportif, lui, est desservi par la tournure que prennent les choses. Et il peut maîtriser, on a vu les journaux, la presse quotidienne régionale ou la presse nationale a été relativement sympathique, mais il y a d'autres médias qui sont incontrôlables et qui font du tort après, même si le geste n'était pas acceptable. Mais donc à un moment, les histoires divergent. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui être irréprochable, c'est-à-dire qu'on a toujours une chape de plomb et on doit être irréprochable. On parle souvent de l'exemplarité du sportif, même si nous on sait tous ici, et on le vit au quotidien à l'INSEP, qu'un sportif reste avant tout un homme avec ses petits défauts. Mais oui, on leur demande beaucoup. On leur demande beaucoup. On leur demande beaucoup parce que le monde des médias et de l'information a changé. Vous parlez de YouTube. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde un peu bizarre, c'est un peu 1984, alors je ne parle pas de l'année, je parle du livre où tout le monde surveille tout le monde, c'est-à-dire une personne connue, donc un athlète de haut niveau bien sûr, qui est quelqu'un de connu, est sans cesse sous la menace d'une captation de parole, d'une captation d'images. Tout le monde peut filmer avec son téléphone, tout le monde peut enregistrer avec son téléphone, ça n'existe pas que dans le domaine du sport, et les images font le tour du monde. Le tour du monde, pas seulement le tour de la France, le tour du monde. Donc quand il s'agit de champions internationaux, évidemment, ça peut dégrader très vite une image. Et effectivement, un fait qui aurait pu, il y a 20 ans, 25 ans, 15 ans même, être anodin, et je dirais même encore un peu plus faire sourire, devient
éthiquement inacceptable, alors que ça l'est pas tant que ça, parce qu'on est dans de la relation humaine, mais la relation humaine, elle est très exposée, tout le monde voit tout, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'image, c'est pour ça que les champions, ceux qui ont les moyens, s'entourent d'agents, s'entourent d'hommes d'affaires, s'entourent d'avocats, justement, pour gérer leur image. On sait très bien que nous, parfois, on reçoit des demandes, c'est-à-dire on nous propose de recevoir ou de parler avec un champion. Alors évidemment, il n'y a qu'à dire que nous, on fait des demandes en permanence, mais parfois on a la réponse, elle ne vient pas du champion, c'est-à-dire que l'homme d'affaires vient avec un discours formaté. Un des plus beaux exemples de formatage de discours, c'est, et pas seulement le discours, même tout comptait, c'est Zinedine Zidane, expulsé en 2006 lors de la finale de la Coupe du Monde, et qui arrive à Canal+, habillé quasiment en militaire, avec un treillis, veste de treillis. Donc tout avait été pensé, imaginé, dans un discours totalement formaté, c'est-à-dire qu'il a appris par cœur, qui récite. Il n'y a plus du tout de spontanéité. Simplement, Zidane, c'est une valeur marchande extraordinaire qui venait d'exploser sur la bourse, à la bourse économique du sport, et auquel il fallait rendre cette valeur. Et c'est un moment assez pathétique d'ailleurs, assez pathétique, presque dégradant pour lui, moi je trouve, parce que là encore, qu'est-ce qu'il a fait? Sans doute quelqu'un lui a manqué de respect. Il a fait ce qu'il aurait peut-être fait dans la rue si quelqu'un lui avait manqué de respect, il lui aurait mis un coup de boule, c'est pas bien, ça tombe sous le coup de la loi. Mais là, finale de Coupe du Monde, 1 milliard, 2 milliards de téléspectateurs, dernier match de Zidane, et on voit tous les enjeux qui existent derrière ça. Alors évidemment, avec Zidane, on est tout en haut du pouvoir économique du sport. Avec Mehdi Bala, évidemment, on n'y est pas, mais malgré tout, l'athlétisme, c'est quand même un sport maintenant qui génère beaucoup d'enjeux économiques. On le sait, ça a quand même beaucoup changé. C'est pas comme le taekwondo de Pascal Gentil. Voilà, Pascal Gentil, lui, il sera toujours bien accueilli dans les médias. Voilà, il sera toujours bien accueilli et bien traité, quels que soient ses résultats. Mais justement, pour continuer, mais aller un petit peu plus en avant sur le débat, on va voir peut-être justement si toutes ces histoires que vous nous avez racontées ont une influence ou pas sur la performance. Donc je vous propose maintenant d'écouter l'entraîneur national d'athlétisme, Renaud Longuèvre, qui évoque notamment donc cette influence que peuvent avoir les relations presse avec la performance. Et on l'écoute. À tout de suite. Pour répondre à la question si les relations avec la presse ont une influence sur la performance, la réponse, pour ce qui me concerne, est plutôt oui. Ça peut influer évidemment de manière négative à partir du moment où le sportif va percevoir dans la presse des informations qui sont négatives, des inquiétudes. Si c'est un sportif très médiatisé, et pas forcément en lisant les interviews, mais ça va aussi influer sur sa famille, sur ses proches, sa compagne, des gens comme ça. Et ça peut générer chez eux de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Et forcément, tout ça, ça se communique à l'individu, puisque nul n'est imperméable à l'environnement extérieur, même si tous les entraîneurs et même progressivement maintenant dans les cahiers des charges des clubs professionnels, il y a des choses comme ne lisez pas l'équipe dans le football ou des choses comme ça. On entend ce genre de choses. Vous voyez, ça c'est un indicateur qui vous montre qu'il y a une réelle influence, en tout cas des médias sur le mental et sur l'état psychologique des sportifs. Donc forcément, cette influence peut être positive ou négative. Positive, évidemment, ça va booster le sportif. De la même manière, si les messages véhiculés par la presse sont des messages positifs, eh bien, il verra des grands sourires sur son environnement. Alors, ça peut aussi, malheureusement, le problème, c'est que ça peut aussi donner un excès de confiance. Et ça, ce n'est pas bon non plus, d'être trop dans une ambiance
c'est bon, c'est sûr, c'est fait, la médaille, tu l'as déjà autour du cou. Si la question c'est est-ce que les médias sont plus présents dans l'environnement des athlètes, à cette question-là, il y a évidemment l'apparition de nouveaux médias. Facebook est devenu un nouveau moyen de communication. Les athlètes de haut niveau, ils ont des pages Facebook avec 10 000 personnes branchées derrière leur ordinateur et ils font passer leur propre communication là-dessus. Et maintenant, les journalistes se font admettre comme amis sur ces pages Facebook pour aller à la pioche aux informations et essayer d'attraper un cousin qui dit alors ça va mieux ton mollet ou ta cuisse. Donc maintenant, en tout cas, il faut maîtriser, on va dire, Internet. Le développement à grande vitesse des nouvelles technologies, l'arrivée du téléphone portable, c'est les années 90, milieu des années 90, et là on est 15 ans après. Moi je suis arrivé à l'INSEP en septembre 93, personne n'avait de téléphone portable. Maurice Ouvion nous entraînait. Pour lui, il n'y avait pas ces problèmes puisqu'on avait un téléphone à la maison et on se téléphonait les uns chez les autres. Aujourd'hui, regardez l'évolution en peu de temps, c'est énorme. C'est évident que le cerveau des athlètes d'aujourd'hui, il a à gérer, à traiter des choses qu'il y a 15-20 ans, nous quand on était athlète, on n'avait pas à gérer. Donc à partir du moment où on a besoin d'une grande concentration, d'une implication, d'une détermination quotidienne pour atteindre le très très haut niveau, l'entraîneur il se doit d'être vigilant à toutes les pollutions possibles. Moi j'appelle ça des pollutions intellectuelles. Et la chasse aux pollutions intellectuelles, évidemment, c'est quelque chose qui a pris de l'importance du fait du développement des nouvelles technologies et des nouveaux médias. Bien, donc là, j'ai l'impression que c'est quand même un entraîneur qui a bien intégré l'évolution qu'il y a eu depuis ces 15 dernières années. Alors, est-ce que, oui ou non, pour vous, la performance peut être influencée par les relations presse, réussies, moins réussies, la pression? Il explique que ça peut générer de la pression positive ou négative qui peut éventuellement influer sur le comportement de l'athlète sur le stade. Qui veut intervenir? Qui veut... Fanny? Oui, je pense que il peut y avoir des influences à plusieurs niveaux. Au niveau sportif, avec des excès de confiance, pas d'excès de confiance. Ça peut même aller peut-être jusqu'à des pressions un petit peu sur des sélections, des fois une montée un petit peu parfois médiatique, voire peut-être artificielle d'une personne. Mais il y a aussi des influences, alors au-delà de l'organisation des sollicitations, qui sont des contraintes nouvelles dans un emploi du temps de sportif de haut niveau, il y a aussi le fait que les aspects privés de la vie sont mis souvent en avant. Et or, des événements qui pouvaient être avant peut-être difficiles à gérer pour l'athlète comme tout le monde, je veux dire, en termes de vie privée, et qu'il fallait déjà accorder et éviter d'avoir des impacts négatifs sur sa carrière sportive. Aujourd'hui, elles sont en plus souvent mises à jour. Un divorce, un coming out, un événement particulier dans sa vie, dans sa famille, etc. Des événements arrivés à des proches. Et donc, il y a une espèce de double difficulté de gérer ce côté un petit peu privé pour ne pas... d'avoir des répercussions négatives sur la carrière sportive. Donc le fait que le sportif soit considéré au-delà des aspects seulement sportifs, avec des outils de communication en plus de plus en plus diffus, même quand ce n'est pas les médias, il peut y avoir les vidéos mises sur YouTube, etc. Donc des choses qui sont impossibles à contrôler, finalement, peut engendrer encore plus de difficultés pour l'athlète à articuler et aménager au mieux sa vie privée avec de potentiels problèmes dans sa vie privée avec sa carrière sportive. C'est devenu un peu une personne publique qu'on va regarder comme certains, même au-delà de son activité. Très, très, très fortement, on les voit se positionner politiquement dans des meetings, machin. Et donc il peut y avoir, évidemment, il y a un effet, il y a des conséquences aussi de ce statut qui change, qui évolue. Un avis sur la question, Annick? Moi, je pense que, encore une fois, chacun sort toujours de son rôle, donc forcément, il y a toujours des problèmes. Les médias, pas tous, attention, je ne généraliserai jamais, mais ont tendance, pour vendre, à faire du gala sport, des fois, à ne plus parler de sport, à ne plus rester dans le rôle qui est le rôle des médias à la base, c'est-à-dire raconter un événement, un exploit, une compétition, et de vouloir rentrer dans ce qui va faire vendre.
ou de l'audimat, ou du papier. Et l'athlète, lui, il veut que le bon côté des choses. Il veut qu'on parle de lui en bien, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, ah mince, il est tout déçu que les médias le disent et appuient tout le temps là où ça fait mal, et il ne veut pas. Donc à nous, un peu d'essayer de redonner à chacun le rôle qui est le sien. Et l'athlète, je crois qu'il faut qu'il arrête de vouloir s'imaginer que, comme on va parler de lui, il va pouvoir faire marcher ses sponsors, faire de l'argent, et que quand ça va mal aller, ben on ne le dira pas. Donc ça, c'est pas possible. Une certaine naïveté du côté du sportif. Oui, l'athlète, il est un dominant dans son milieu, mais dès qu'il sort un peu de son milieu, il est perdu. Il ne comprend pas qu'il ne contrôle pas les médias alors qu'il contrôle sa discipline. Il contrôle son geste, il contrôle les compétitions. Alors il se dit, je vais contrôler la presse aussi. Et là, je crois qu'il faut lui dire non. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est pas bon. Parce que ce qui doit émaner de toi, athlète de haut niveau, c'est ce qui sort de toi pour la réussite. Arrête de vouloir faire rentrer ce que tu veux. Sois un champion, garde ton rôle d'athlète de haut niveau et après fais très attention. Ne dévoile pas sur Facebook ou ailleurs ta vie privée, tes petits bobos, ton appréhension d'une compétition, ton retour mauvais parce que tu as raté et que tu ne veux pas qu'on en parle. Je crois qu'il faut que chacun garde sa mission, son éthique de son rôle, que les journalistes ne fassent pas trop de galas et que les athlètes ne veulent pas qu'on parle d'eux tout le temps. Ce que dit Yannick est très, très intéressant parce que effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde de la communication où l'information ne vient plus seulement du journaliste, mais du champion lui-même. Bien sûr, c'est ce que dit Renaud Longuèvre quand il parle de Facebook. C'est-à-dire que très souvent, même nous, quand on donne une information, on dit tel sportif a fait savoir que sur son site, sur son tweet, sur Facebook. Donc on n'a même pas, nous, à aller chercher l'information parfois. Elle arrive toute seule et effectivement avec le piège de l'erreur de communication, parce que la communication c'est un métier, hein, qu'on le veuille ou non, que ce soit la pure communication ou le journalisme, ce sont des métiers qu'il faut savoir pratiquer, ce sont des disciplines qu'il faut savoir manier, et ce n'est pas toujours le cas des champions. Alors très longtemps, le sportif de haut niveau n'était pas considéré comme quelqu'un de très sérieux, on était très content quand il gagnait des médailles, mais c'était juste un sportif, donc il n'y avait pas de cerveau et qui ne faisait pas partie du même monde que toutes les autres stars. Évidemment, tout ça a totalement changé, hein, c'est le côté bling-bling. Alors, on vient de voir Renaud Longuèvre, il me semble que son champion a vécu longtemps, vit peut-être encore avec Miss France. Alors là on change totalement de monde. Et forcément, ça attire. Et donc, du coup, on ne s'intéresse plus seulement au champion pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, et pour ce qu'il fait en dehors de sa vie sportive. Alors ça va quand c'est Doucouré, parce qu'il y a beaucoup de sympathie autour de lui. Et franchement, il a été champion du monde en 2005. Ce qu'il fait en sport... depuis, c'est un long combat, là aussi un petit peu triste. Hein. Ce serait un footballeur, il serait massacré, Doucouré. On dirait c'est nul. Comme c'est Doucouré qu'on a beaucoup de sympathie, alors on dit c'est triste, c'est dur. Mais voilà, donc le regard que portent les médias sur le champion vient de l'information qu'il donne sur lui-même, l'image qu'il donne de lui-même, l'environnement qu'il se choisit et de sa performance. Il y a tout ce mélange. Or, jusqu'à il y a un certain nombre d'années, mais pas si longtemps, seule la performance entrait en ligne de compte. Après, on disait, il est plus ou moins sympa. Voilà, il est le champion sympa. Il parle bien ou il ne parle pas bien. Justement, pour recentrer le débat un petit peu sur la performance, moi, je voudrais savoir si, oui ou non, enfin, tu parlais de l'anecdote, enfin, de l'accident, de l'incident, on appelait ça, de la bagarre en athlétisme. Est-ce que ça a une incidence, oui ou non, à terme, sur la performance? Est-ce que on peut séparer les deux, ou est-ce que la perf peut être vraiment touchée là-dessus? Je pense que la perf peut être touchée. Hein. Bon, pour lui-même, il a eu des difficultés par après, hein, je veux dire, dans la conduite de sa saison, parce que c'est quelque chose qu'il a poursuivi et qu'il gardait forcément ancré en lui-même, même si sous les dehors... Bon, on peut dire j'ai passé, on s'est excusé, on s'est expliqué, et puis la vie continue. Mais en réalité, c'est pas ça. Je prends l'exemple qu'a cité Guillaume Tanon hier aux entretiens de l'INSEP, où Jimmy Vico a découvert la veille de sa finale un titre de l'équipe qui disait le cancre a progressé. Donc ça, c'est quand même, bon, même s'il n'a pas lu lui-même l'équipe, mais avec les moyens de communication, les textos, les SMS, Internet, bon, ça a joué sur son moral, sur son psychique. Il est
très clairement été difficilement pour Guy, qui était en plus en France, de le remobiliser et de le centrer sur l'objectif de performance. Maintenant, sur cette discussion, c'est plus dur pour les athlètes, mais je pense que c'est aussi beaucoup plus dur pour les journalistes de faire leur métier maintenant. Parce que avant c'était sympa, les gens de l'équipe, la presse quotidienne, régionale, il y avait un journaliste télé, et là il y a du monde, plus personne ne connaît personne, et les informations viennent des sportifs eux-mêmes. Fait par leur agent, donc ça devient très très compliqué. Je pense que c'est aussi difficile pour les journalistes qui cherchent à gagner la sympathie et avoir des relations très proches avec les athlètes. Sinon, ils sont perdus dans la foison d'informations qui circulent. Il y a une méfiance un peu, il y a une méfiance mutuelle. Une méfiance. Moi, je peux vous dire qu'à l'équipe, il y a des champions, alors ce sont essentiellement des footballeurs, faut le dire, qui ne parlent qu'à un journaliste de l'équipe. C'est simple, à un journaliste de l'équipe. Comme si pour eux, c'était pas pareil de parler à celui-ci ou à celui-là, comme s'ils pensaient qu'ils pouvaient être trahis par d'autres journalistes ou ils sont pas en confiance. Donc en fait, ils choisissent maintenant leurs journalistes, ce qui était inconcevable avant. C'est-à-dire, est-ce que tu acceptes de répondre ? Ben, t'acceptes pas. Il n'était pas question, s'ils disaient non, je ne veux pas parler à celui-ci, mais à celui-là, ben, ils ne parlaient pas dans le journal. Et maintenant, on est bien content, parfois, qu'ils parlent à un journaliste 2 fois par an pour avoir des interviews. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, c'est le métier de journaliste, alors en presse, là encore, je dis bien en presse écrite, est beaucoup plus complexe. C'est pour ça aussi que finalement, on a peut-être de plus en plus de plaisir à aller à la rencontre de champions sains. Là encore, je mets des guillemets, de champions sains. Ceux qui ne sont pas pollués par la gloire, ceux qui ne sont pas pollués par l'argent, ceux qui sont des héros d'un jour. Alors je prends Guénaud, héros d'un jour. Champion olympique, personne ne le connaissait avant, personne, même à l'équipe. Tout le monde ne le connaissait pas, Guénaud à l'équipe. Héros d'un jour, et pendant 4 ans, alors on n'a pas fait des papiers tous les jours, on a suivi les frères Guénaud, ils n'auraient pas eu de médaille, ils n'auraient pas existé dans nos colonnes. Et ça, ce sont des histoires humaines. Elles sont bien prendre des coups, ils bossent à la RATP. À la RATP, le champion olympique, il bosse à la RATP, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. C'est juste la vraie vie. Alors, il y a encore des sports qui nous ramènent à la vraie vie, alors qu'on a hélas tendance à s'en éloigner de plus en plus, parce que les champions ne sont plus dans la vraie vie. Alors les footballeurs, j'en parle même pas. C'est une évolution d'aujourd'hui. Je voulais demander si justement, Philippe Tétard, ça a toujours été ça ? Ça a toujours été cette... Non, ça c'est vraiment propre. Je crois que je parle sous votre contrôle aux 20-25 dernières années. Pour aller vite, il y a vraiment une rupture en France, mais à l'échelle mondiale parfois un peu avant. C'est 84, c'est l'arrivée de Canal+, et le début de l'explosion de l'offre télévisuelle sportive, avec l'arrivée des chaînes spécialisées ensuite. Et puis il y a un autre processus qui se joue en même temps, déjà enclenché dans les années 60, c'est la marchandisation du sport. Avec la citadelle de l'athlétisme qui s'effrite et qui s'ouvre à la professionnalisation. C'était le cas pour le football bien avant et pour d'autres sports, donc ça c'est une deuxième chose. Et puis il y a la poussée de ce qu'on appelle le phénomène de la pipolisation, à laquelle les sportifs ne peuvent plus échapper ou décident de ne pas échapper, puisque ça devient un outil de mobilisation. C'est une donnée qui n'existait pas. Je pense que c'est une donnée. Donc là, il y a une véritable rupture. Et vous le disiez très très bien à l'instant, je crois que la grande différence entre ce qui pouvait se passer, disons, il y a un demi-siècle et aujourd'hui, c'est que la presse était une force d'accompagnement et que ce contraste synalagmatique était finalement relativement équilibré. C'est-à-dire que le sportif venait communément à la rédaction de l'équipe et pour avoir entendu Jacques Ferrand et Jacques Marchand en parler, eux-mêmes, chaque jour, faisaient le tour des popotes au début de leur carrière en allant dans telle salle de boxe, etc. C'était fait de façon très simple, très quotidienne et très laborieuse des deux côtés. C'est plus du tout le cas. Et puis il y a quelque chose qui me semble vraiment essentiel et qui renvoie à cette question de la pression sur les athlètes, et j'en suis moi-même pas du tout spécialiste et pas capable de donner là-dessus une expertise. Mais il y a une chose qui est sûre, me semble-t-il, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel les gens ont soif d'idoles, que nous avons vécu un très long XXe siècle et un début de XXIe siècle au cours duquel il y a eu une double déconfessionnalisation religieuse et idéologique, que les gens ont besoin d'horizons heureux,
Et que la figure du sportif, c'est une figure qui peut réinventer toujours du plaisir, du bonheur, des horizons nouveaux, puisqu'on a un calendrier perpétuel, tout le temps renouvelé, la possibilité d'avoir le bonheur de suivre telle ou telle trajectoire sportive victorieuse. Et du coup, ces idoles-là, elles sont évidemment scrutées avec les moyens qui sont ceux d'aujourd'hui, évidemment le net, mais la presse people, la presse spécialisée, et évidemment une capacité de cet ensemble de véhicules médiatiques, une capacité de nuisance qui est évidemment accentuée. Ajouter à quoi, une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même, alors là peut-être le journaliste va réagir, c'est qu'il y a fondamentalement, historiquement, d'hier à aujourd'hui, une capacité de nuisance du journaliste sportif. C'est-à-dire qu'il a une tendance de plus en plus prononcée, plus on remonte dans le temps, à boulonner et déboulonner les idoles. Et le cas le plus emblématique, celui par lequel en France la chose s'est installée de façon très très notable, c'est la trajectoire de Yannick Noah dans les années 80. Qui, si on lit l'équipe au jour le jour, est littéralement encensé, sacralisé, déboulonné, encensé, et ça dure pendant 15 ans. Et c'est le premier par lequel ce processus s'est engagé en France. On a beau chercher dans les années 70, ça n'existe pas. Bien sûr, mais Noah, c'est un inventeur quelque part. D'abord parce que c'est un sportif qui a réussi à reconstruire sa vie dans la gloire dans une autre profession. Et c'est ce en quoi précisément, il me semble qu'il est représentatif de ces sportifs. Ils ne sont plus seulement des sportifs, mais des hommes de spectacle. Et puis parce qu'il était dans des dérives qu'il n'a jamais niées, alors qu'il n'était peut-être pas si grave que ça. Mais enfin, c'était des dérives malgré tout. Donc, il les a jamais niées, donc il était dans la provocation. Mais effectivement, d'une certaine façon, il a fait faire un grand pas au traitement de l'information et au traitement du champion, je trouve, Yannick Noah. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on reste sur la performance avant de passer sur la troisième partie. Il me semble, et ça, il faut qu'on l'évoque, il me semble, c'est que les médias, à un moment donné, dans l'histoire et encore aujourd'hui, modifient tout simplement les règles sportives. Le faux départ qui n'existe plus, le tie-break. Fanny, tu me parlais aussi des sélections des chevaux sur lesquels les médias... tu peux nous dire parfois, un petit peu sous le modèle du mercato et des changements de joueurs, etc. Des fois, les annonces peuvent être faites de façon un peu anticipée, voire perturber un petit peu le mercato, entre guillemets, des chevaux, par exemple, aux cavaliers. Voilà, donc c'est important. Là, les médias ont aussi un rôle ils changent les règles sportives, en fait. Bien sûr, Gérard. Non, enfin, ce sont les fédérations qui changent les règles pour s'adapter aux télévisions. Alors, ça existe dans le tennis de table, ça existait dans le volleyball. Par exemple, où on ne compte plus les points. Je me demande si c'est pas plutôt pour satisfaire les télévisions plutôt que pour s'adapter. Ah, ça, c'est un débat. C'est un débat. Je me demande si c'est pas plus les règles du jeu des événements, plus que de la compétition elle-même, enfin plus que de la performance. C'est plus l'événement. Enfin, si je fais référence aux quelques sports que vous avez cités, et le mien compris, il faut que la performance de chaque athlète aille plus vite. Et c'est plus sur un événement donné. Oui, sur une compétition ou un événement. Et ça, c'est plus, à mon avis, les télévisions, l'audiovisuel que la presse écrite qui veut passer plus d'athlètes en moins de temps. Et je pense que les fédérations se sentent obligées de faire ça parce que comment faire un événement, un Roland-Garros, un championnat du monde, un championnat d'Europe, si les télévisions ne vous accompagnent pas avec les moyens économiques et visuels qu'elles amènent. Donc je pense que ça fait partie des choses positives. Oui, mais le champion doit s'adapter. Alors, je pense que vous vous souvenez aussi, moi, en mon vieil âge, je peux dire que j'allais à des réunions d'athlétisme à Colombes quand j'étais adolescent, on voyait encore des France RDA, des choses magnifiques. Mais ça s'étirait sur toute une après-midi. À un moment, il n'y avait plus qu'un sauteur en hauteur qui se préparait, qui sautait. Il n'y avait rien d'autre, alors tout le monde le regardait. C'est impossible pour la télévision aujourd'hui. Impossible. Il faut créer des modules de rapidité, de vitesse. Donc tout doit s'enchaîner très vite. Mais en fait, je ne crois pas que ça dénature la performance du champion, ni son image, ni son positionnement par rapport à la presse. De la même façon que je crois que les évolutions, les changements de règlement ne changent pas véritablement la vie du champion. L'évolution, elle est ailleurs. Je crois qu'elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Dans tout ce buzz médiatique qui peut exister autour, mais pas là. Philippe Tétart, c'est quelque chose de nouveau, de changer les règles en fonction des médias?
Je ne saurais pas vous dire, en tout cas à partir de la fin des années 60, c'est clair que dans tout un tas de sports, il y a des adaptations. Une des plus connues, c'est celle de la balle de tennis qui passe du blanc au jaune parce que la captation pour la caméra est meilleure. Bon, là, on a vu récemment que... Voilà. On peut imaginer que la terre bleue de Madrid n'allait pas du tout. Est liée au fait qu'on sait très bien que les caméras attrapent mieux, prennent mieux le bleu que le vert. Mais vous savez mieux que moi que le premier à avoir bouleversé les règlements, il le faisait chaque année, c'était Henri Desgranges, et il n'y avait pas de télé à l'époque. C'est-à-dire pour que son tour soit passionnant, il changeait les règles tous les ans, à la fois dans la constitution des équipes, dans la partie technique, on avait droit au pignon fixe, on n'avait pas droit au pignon fixe, il fallait retourner la roue, on avait droit au changement de braquet, on n'avait pas le droit, on courait par équipe de marque, on courait par équipe nationale, on faisait des demi-étapes, on faisait des tiers d'étapes. Qui le décidait? L'organisateur, Henri Desgranges, qui était journaliste. Qui était journaliste, bien sûr. Alors moi je ne peux qu'être d'accord avec vous, à cette nuance près que Desgranges était l'organisateur du Tour. Il était l'organisateur. Fondateur, organisateur, père et patriarche à la fois. Inventeur, voilà. Et tout. Et garde-chiourne même, allons jusqu'à là. Bien sûr. La grande différence, c'est que là, ce dont on parlait avant, c'est des évolutions qui tiennent à une relation qu'entretiennent des fédérations nationales et internationales et les médias. C'est pas exactement pareil. Finalement, le Tour de France, c'était la chose de Desgranges, et il l'a donné en héritage au Godet, et c'est resté la chose de l'auto, et puis pendant un temps... de l'équipe. Donc je crois qu'il y a vraiment une nuance, mais vous avez raison, effectivement, pendant très très longtemps, les coureurs cyclistes appelaient à ce que le dérailleur qui existait depuis la fin du 19e puisse être installé sur les bécanes. Et non, Desgranges, ce qu'il voulait, c'était que les gars changent effectivement leurs roues de côté pour pouvoir gravir les premières pentes. On a toujours voulu que ce soit plus vite, plus haut, plus fort, plus passionnant. Plus dur. Plus rapide. Pour fabriquer de l'héroïsme. Pour fabriquer de l'héroïsme, bien sûr. Et de l'émotion. Et je crois que le public aujourd'hui est toujours en quête d'héroïsme, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. C'est ce qu'il recherche à travers les sportifs. C'est ce que je voulais dire au travers de cette histoire des idoles. D'ailleurs, du point de vue médiatique, si vous permettez un dernier mot, il y a quelque chose qui est assez frappant quand on observe la façon dont la télévision en particulier organise la hiérarchie de ce qui est l'événement avec un grand E. La vérité, quand on observe les taux d'audience les plus importants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les guerres, les catastrophes naturelles, les grands accidents d'ordre politique et les grands événements sportifs. Et tout ça, cette petite équation est d'une grande complexité parce qu'elle doit nous interroger profondément sur le rôle que le sport et les sportifs sont en train de prendre, ont déjà pris dans notre société. Bien, je vous propose de continuer sur ce débat passionnant sur cette troisième partie. La troisième partie va être consacrée à l'organisation de ce face-à-face, milieu sportif et milieu de la presse. C'est-à-dire que nous avons interrogé quelques journalistes sur le sujet et également Laurence Dacoury qui gère entre autres les relations presse du judoka Teddy Riner et du sprinter Christophe Lemaître. Donc on les écoute et on se retrouve. En année olympique, tous les sports intéressent les médias, toutes les personnalités intéressent les médias, donc forcément, il faut organiser cette relation-là. Rapport compliqué, parce que il y a tout un ensemble d'intermédiaires à joindre avant d'atteindre directement l'athlète ou celui qui vraiment réalise des performances. Il y a tout un ensemble d'étapes à franchir avant de pouvoir vraiment faire son travail, on va dire, c'est-à-dire discuter avec la personne, l'athlète, quoi. Je vois Teddy aujourd'hui à l'approche des Jeux Olympiques, Teddy Riner. Il a reçu presque 400 demandes d'interview depuis septembre dernier. Donc forcément, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc forcément, ça nécessite de faire des choix. Donc je pense qu'aujourd'hui, la multitude de médias, l'offre médiatique est telle que le sportif doit gérer. Maintenant, les sportifs peuvent avoir la maîtrise de l'ensemble, de vraiment 100% de leur communication. C'est-à-dire que je pense qu'ils, d'une certaine façon, ils ont un peu moins besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent tweeter, ils peuvent donner toutes les informations qu'ils veulent, les filtrer eux-mêmes, sélectionner. Et donc ça, c'est un avantage pour nous, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on
on est moins fondé à faire appel à eux. Bah, il y a des grands principes, hein. Les relations presse, il n'y a rien de plus dangereux qu'un journaliste mal informé. Alors le réflexe naturel pour un sportif, c'est de se protéger, de se refermer comme une huître sur lui-même. Et ça, évidemment, c'est pas la bonne solution, parce que le sportif le journaliste au contraire, qui n'a pas les bonnes infos et qui va plutôt avoir des hypothèses que de réelles informations, il va ensuite peut-être aller dans des chemins qui ne sont pas les bons et qui peuvent être beaucoup plus négatifs que dire la vérité. Oui, je suis blessé, oui, j'ai ça. L'intérêt d'avoir des relations avec la presse, c'est de pouvoir faire passer son propre message et de ne pas laisser quelqu'un d'autre le dire à sa place. Donc on a tout intérêt à s'exprimer, quelle que soit la situation, difficile, compliquée, pesante ou même très positive. On a tout intérêt à s'exprimer pour ne pas laisser dire les choses à sa place. Certains sportifs, quand ils sont entourés de caméras, avant les combats, après les combats, c'est chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on voit essentiellement sur les grands événements comme les Jeux Olympiques, ben, ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas à l'aise. Par exemple, après une victoire, il y a plein de caméramans qui vous sautent dessus. Quand vous n'avez pas l'habitude de gérer ça, ça peut être un peu déstabilisant. Justement, une partie de notre métier, c'est d'offrir aux athlètes une présentation la plus exhaustive possible de ce qu'est le métier d'un journaliste, pour qui il travaille, comment il travaille et à quelle heure il boucle son papier, un média chaud, un média froid, comment expliquer comment fonctionnent les médias pour que l'athlète soit plus à l'aise, qu'il comprenne pourquoi on lui demande ça à telle heure. Enfin, je pense qu'on s'exprime mieux quand on sait à qui on a affaire. Les faits les plus marquants, c'est l'immédiateté en fait, qui est encore plus importante qu'avant. Pour moi, ça a commencé déjà il y a une quinzaine d'années avec les radios d'information continue, France Info, etc., où on s'est retrouvé à donner plus rapidement peut-être des informations qui ne méritaient pas forcément de sortir aussi vite. Voilà. Et puis depuis 10 ans, avec Internet, il y a en plus un nouveau phénomène qui est la communication qui passe par de nouveaux biais, Twitter, enfin, un ensemble de réseaux sociaux, etc. Et donc un ensemble d'informations de première main, mais qu'on n'a pas le temps de vérifier, ou qu'on doit prendre le temps de vérifier, ce qui fait que, alors qu'avant, on avait le temps vraiment de bien étudier la question et transmettre l'information, on est un peu prisonnier maintenant du chronomètre et du temps qui passe beaucoup plus vite qu'avant. Bien, donc nous avons vu que ces relations entre la presse et les sportifs commencent sérieusement à s'organiser. Donc quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui doit s'organiser aujourd'hui? Jean-Claude? Je pense qu'il faut qu'ils essayent d'en avoir une certaine maîtrise. À l'époque, quand j'étais à la Fédération française d'athlétisme, j'ai essayé de faire de la pédagogie. J'avais fait venir une fois, je crois, Patrick Montel pour expliquer au cadre technique, parce qu'il se faisait critiquer par les spécialistes, parce qu'il trouvait ses commentaires pas assez techniques ou des erreurs. Donc je l'ai fait venir, une confrontation directe, pour qu'il leur explique quel était son métier à la télévision, qui parlait pour 2 millions de personnes et 3, et pas pour une centaine de cadres techniques. J'avais également fait venir une fois un journaliste de la presse quotidienne régionale de la Voix du Nord et un journaliste de l'équipe, Marc Montouillac, pour leur expliquer quelles étaient leurs attentes avant un grand championnat, quels étaient leurs rôles et leurs places différentes dans le paysage médiatique. Mais ça, c'est une époque un peu révolue, parce que les choses vont vite maintenant. Il y a des médias extrêmement rapides qui saisissent des moments, alors qu'un article de journaliste, il va redonner fidèlement, à peu de choses près, tout ce que vous lui dites. Vous êtes interviewé par une caméra, vous parlez 10 minutes et ils vont en garder 2 petites secondes. Et ça peut être extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut qu'ils apprennent à maîtriser ces nouveaux médias. Parce que les anciens médias, je pense qu'il n'y a pas... ils sont traditionnels encore, donc moins hypothétiquement dangereux. Donc le problème vient essentiellement d'une méconnaissance des deux milieux, finalement? Annick? Non, je vous en prie. Allez-y. Gérard. Je pense que le danger vient du fait que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et que de ce fait, il est indispensable d'expliquer très vite aux athlètes dont on a la responsabilité en tant qu'entraîneur comment parler, trouver les bons mots et surtout ne pas attendre de l'autre ce que les médias, l'autre entre guillemets, parce que pour moi les médias
ils sont tous différents. La télévision, c'est pas la même chose que la presse écrite et c'est pas la même chose que les réseaux sociaux. Et ce sont pas les mêmes personnes du tout à qui on a affaire. Et ça, les athlètes sont pas préparés à ça. Et je pense qu'au début, il faut surtout leur dire d'employer les bons mots et de ne pas attendre que ça vienne vers eux et plutôt que eux sachent ce qu'il va y avoir devant eux et n'attendent pas que la presse fasse le travail à leur place. Je rejoins tout à fait Madame, excusez-moi, Laurence, voilà, Laurence, qui dit il faut au contraire amener ce que l'on veut et ne pas attendre que les autres viennent chercher l'information. Et ça, faut apprendre ça à nos athlètes très vite. On voit des journalistes qui font de la perche ou même on en reçoit qui viennent faire de la lutte. Est-ce que on les voit pas sauter, on les a pas vus sauter effectivement. Donc est-ce que Gérard, est-ce que ça vient de là? Est-ce qu'il y a une méconnaissance des deux milieux? Non, enfin méconnaissance de la pratique sportive. La pratique sportive, heureusement, les journalistes ne viennent pas l'exercer qu'à l'INSEP parce que ce serait un peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de journalistes, pas seulement sportifs, qui pratiquent le sport et qui souvent connaissent très bien le sport sur lequel ils écrivent ou ils parlent. D'autres le connaissent très bien sans l'avoir pratiqué, bien sûr. Voilà, c'est pour dire des journalistes, c'est comme toutes les professions, il y a des bons, des moyens, et puis sans doute des mauvais. Et effectivement, alors c'est pour ça que c'est difficile. On voit bien que l'avantage, c'est ce que disait Jean-Christophe Bassignac, là, qui est journaliste chez nous, qui dit maintenant le sportif gère 100% de sa communication. Oui, il gère 100% de la communication qui part de lui, mais il ne gère pas du tout la communication qui part des médias vers lui et vers le public. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors effectivement, on a tendance, nous, à utiliser la communication officielle, mais malgré tout, on a encore des capacités d'investigation et des capacités d'analyse. Donc parfois, on fait bien sûr des articles qui plaisent, parfois des articles où on parle de cancre qui progresse. Moi, je trouve que c'est un titre très positif, puisqu'on dit qu'il progresse. Alors c'était formidable. Mais si ça l'a motivé, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on se rend peut-être plus compte qu'avant qu'une petite phrase à la télé ou à la radio, que quelques mots dans un journal, peuvent avoir un effet déstabilisant très fort. Avant, on disait ça juste un effet motivant, même un papier négatif. L'entraîneur va l'afficher dans le vestiaire. Regardez ce qu'ils ont écrit dans l'équipe, regardez ce qu'ils ont écrit dans France Foot. L'essentiel étant de parler de soi. Oui, prouvez-leur qu'ils se sont trompés. Alors ça, c'est une vieillarde. Même Alain Mimoun avait fait toute une dernière ligne droite de je ne sais plus quel championnat d'un 10 000 mètres en hurlant « Dupont est un con, Dupont est un con, Dupont est un con ». Dupont, c'était un journaliste de l'équipe qui avait mis en doute la capacité de Mimoun à battre un record ou à faire une performance. Donc ça, c'est vieux comme Hérode. Hein, ça n'avait pas déstabilisé apparemment. Mais ça l'avait motivé. Mais après, c'est la personnalité du sportif qui va faire qu'il va être soit déstabilisé, soit motivé. Alors ça, les entraîneurs le savent forcément mieux que moi. Il y a ceux qui se nourrissent de ça, qui arrivent à s'emplir de colère, de saine haine comme ça pour prouver. Et il y a ceux qui se liquéfient. Parce que ce qu'ils ont lu ou entendu, ça les détruit. Alors ça, après, c'est psychologue, sociologue, je ne sais pas, c'est peut-être vous qui pouvez nous dire ce qu'ils doivent faire. Mais... Sur la maîtrise des médias, je suis un peu surpris parce qu'on dit qu'ils doivent maîtriser, mais bon, l'INSEP offre des cours de média training pour les futurs sélectionnés olympiques et tout, pour les entraîneurs, pour les sportifs, mais il n'y a pas foule, ils ne s'y pressent pas pour prendre ces cours. Donc c'est très, très surprenant quand même, parce qu'il y en a, ils ne viennent pas, ils ne s'inscrivent pas, ou ça ne les intéresse pas. Et on leur dit toujours, vous ne savez pas utiliser les médias, alors que là, on leur offre le moyen d'apprendre un petit peu. Donc c'est quand même assez paradoxal, je trouve. Mais il n'empêche que ça existe. Jacques Anquetil, on ne lui a pas appris à communiquer. C'est-à-dire, le soir après l'étape, il allait dîner avec les journalistes de l'équipe qui étaient à son hôtel, qui allaient le voir. Les rapports. Alors le cyclisme, c'est un peu particulier. C'est un vrai sport de proximité. Ça a toujours existé. Mais malgré tout, moi, j'ai connu, quand j'ai débuté, des journalistes de l'équipe qui étaient partis à des Coupes du Monde ou à des matchs de Coupe d'Europe dans le même train que les champions. Maintenant, on sait bien que c'est compliqué. Il y a les hôtels pour, les avions pour ceci, les trains pour cela. Il y a des espèces de frontières qui ont été créées. Alors, quand vous dites qu'il y a peu de candidats pour ces formations, l'important, c'est qu'elles existent. Avant, elles n'existaient pas. On n'expliquait pas aux champions comment faire. Maintenant, ça existe, et ça, c'est quand même un signe fort
que notre monde de la communication est en plein bouleversement. Mais Gérard, l'évolution quand même, elle est là. Il y a Laurence Dacoury qui le dit très bien avec des chiffres. Il y a 400 demandes d'interview depuis septembre pour Teddy Riner. Donc c'est quelque chose qui s'organise. Donc il me semble que Teddy Riner ne va pas pouvoir répondre individuellement à ces 400 demandes. Donc, oui, mais ça se joue à ce niveau-là. Parce que très franchement, il pourrait n'avoir qu'une demande. S'il ne veut pas y satisfaire, il n'y satisfait pas. Oui, mais s'il veut satisfaire aux 400, il ne peut pas. Est-ce que c'est quelque chose qui s'organise? Il ne peut pas, bien sûr, mais c'est très simple. Il va sur TF1. Il va sur TF1 et il parle au plus grand nombre. Or, si Teddy Riner veut passer sur TF1 avant les Jeux Olympiques, il y aura accès, ou sur France 2, ou à Stade 2. S'il veut venir parler à l'équipe, il vient de temps en temps d'ailleurs à l'équipe. Alors bien sûr, c'est plus comme avant. Il est super sympa. Teddy Riner, il est très ouvert. Il parle très naturellement. Il vient accompagné quand même toujours de son agent et de son équipementier, et d'un représentant de son équipementier. Ça aussi, sont des choses quand même, ce sont des signes forts. Ils sont un peu quand même sous surveillance, comme ça. Et puis il y a ceux qui restent spontanés, comme Teddy Riner, Christophe Lemaître aussi, qui vient nous voir de temps en temps. Il faut dire ceux à qui on donne des prix, alors forcément ils viennent nous voir. On les sacre tous les ans. Ils viennent nous voir, ils sont très sympas. Et après, c'est la personnalité d'un champion fait qu'il va se trouver à l'aise dans ce nouveau monde. Bon, ce sont des jeunes, ils ont plus de capacité à s'adapter parce qu'ils n'ont pas connu avant tout le monde que nous on a connu, et puis d'autres qui auront beaucoup de problèmes, parce qu'il y en a qui sont exemplaires, d'autres qui sont moins exemplaires, il y en a qui ont envie qu'on sache, d'autres qui n'ont pas envie qu'on sache. Il n'y a pas deux êtres humains pareils. Alors voilà, c'est pas parce qu'ils sont champions qu'ils sont tous pareils. Ils gardent leur personnalité, ils gardent leur individualité, et qui souvent découle aussi un petit peu du sport qu'ils pratiquent, et un sport en est pas un autre. Et finalement, à chaque fois, dans le rapport qu'on a avec un champion, c'est comme si on repartait de zéro. C'est-à-dire tout ce qui a existé avant, tous les liens qu'on a pu nouer, à un moment, ils peuvent être détruits sur un petit détail, et il faut repartir au combat. Eux sont un peu dans une armure, souvent. Ils se protègent, et il y a des gens autour d'eux qui aident à cette protection. Et nous, on est un peu les chevaliers qui partons à l'assaut, la presse, et qui devons rompre un peu cette armure. Mais c'est un combat qui est passionnant et sympathique. Philippe, En même temps, moi, je le trouve un peu inquiétant. Alors, si vous me permettez, là, quelque chose qui tient plus du point de vue, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu que la vocation première d'une sportive ou d'un sportif de haut niveau, ce soit précisément d'avoir à apprendre à communiquer pour ne pas être mis en difficulté. Est-ce que ce n'est pas une obligation quand même? Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que c'est malheureusement une obligation. L'exemple de Mimoun, et effectivement, l'anecdote de Mimoun est d'ailleurs très parlante dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il pouvait se permettre ça. Oui. Ce jeu de provocation était fondé finalement sur une forme de sympathie mutuelle qui était elle-même héritière d'un temps où nombre de journalistes étaient des sportifs, ce qui est un petit peu moins le cas maintenant, même si ça arrive encore très très souvent. Donc cette proximité, Jazzy, il fait sa carrière parce que l'équipe lui dit voilà, ta place est là, tu vas bosser à l'équipe et tu vas venir. Bon, on n'est plus là, on est dans des rapports qui sont quand même bien plus distendus. Voilà. Forcément non. Il ne bosserait plus à l'équipe parce qu'il ne bosserait plus, parce qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Avec les résultats, si on transpose ces résultats, les temps ont profondément changé de ce point de vue-là. Et moi, je trouve un petit peu alarmant, je le dis comme je le pense, un peu alarmant que des sportifs et des sportives de haut niveau soient tenus finalement pour se protéger de la façon dont ils peuvent être heurtés par le bruit et la musique de la place publique, d'être obligés d'apprendre à se protéger de ça, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce à quoi vous invitez. C'est pas mieux communiquer, c'est comment apprendre à se protéger de ça. Mais ils sont jeunes, ils sont jeunes, c'est normal, ils découvrent des mondes totalement nouveaux, notamment le monde des médias. Moi, ça ne me choque pas à titre personnel. Il faut être tellement prudent maintenant, il faut faire tellement attention. La question n'est pas de savoir si c'est choquant ou pas, c'est juste faire le constat que désormais, ils sont obligés de se construire une armure. Ils sont obligés. Encore une fois, une jeune femme ou un jeune homme d'une vingtaine d'années, travaillé par sa passion sportive, moi en tout cas, j'ai plutôt envie de lui souhaiter de la vivre pleinement, sans que des inquiétudes subreptices et périphériques qui viennent, si vous me permettez cette expression, lui pourrir la vie. Non, mais si c'est un champion, il ne peut plus la vivre en toute liberté. Aujourd'hui, c'est les nouvelles règles du jeu, du sport. Alors on peut le déplorer, mais ça ne change pas grand-chose de le déplorer. Non, parce qu'il y a des côtés positifs. C'est juste un fait. Il y a des côtés positifs, et moi je leur dis toujours... Attention, là tu es heureux parce qu'on dit du bien de toi, parce que tu es auréolé, parce qu'on te montre, mais attention, c'est presque plus dangereux. Prépare-toi, le bonheur d'être un acteur de haut niveau, le bonheur d'être un grand champion, il vient de toi, et arrête de vouloir être aimé.
fais plutôt ton amour par la réussite du sport et pas par ce que l'on va dire de toi. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est ce tout petit, vous ne m'en voudrez pas, ce tout petit dérapage sémantique. Oui. Tu es un acteur de haut niveau. Oui. Pas un sportif de haut niveau. Et la nuance sémantique, elle est énorme. Mais c'est la nouvelle règle du jeu du sport de haut niveau. J'entends bien. Du coup, en vous entendant, le rôle de l'entraîneur a l'air d'être assez important. Alors, je ne sais pas s'il y a des formations spécifiques et si les entraîneurs sont sensibilisés et sensibilisent leurs sportifs de la même façon, parce qu'on a l'impression que vous jouez un petit peu le garde-fou. Non, l'informateur. Voilà. Or, effectivement, les sportifs, surtout dans les sports à maturité précoce, arrivent très jeunes face à un phénomène qu'ils n'ont peut-être pas anticipé, auquel ils n'ont pas été confrontés ou pas à proximité. Et du coup, c'est vrai qu'à la fois, peut-être... Bon, il y a ceux qui ont les sportifs professionnels qui ont des agents, qui sont entourés, encadrés, qui ont des entraîneurs, mais on peut aussi se poser la question pour des sportifs qui sont moins encadrés, plus isolés, et ceux par exemple dans des sports moins médiatisés qui tout d'un coup arrivent un peu sous les feux de la rampe parce que, vous le disiez tout à l'heure, Guénaud, etc., une médaille. Et peut-être que pour cela aussi, il y a un défaut de sensibilisation et parfois une parole de travers, une action, peut vite se payer cher. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. On se souvient de Guy Dru, juste après avoir gagné sa médaille d'or olympique, qui dit ça va faire plaisir à la moitié de la France, qui se positionne politiquement et qui donc déplaît à l'autre moitié de la France. C'est une maladie. Mais aujourd'hui, ça ferait un buzz extraordinaire, une phrase comme ça. Ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'il y a plus de médias et puis il y a tous les médias informels. N'importe qui aujourd'hui peut filmer, mettre sur YouTube et ça peut faire le buzz. Il n'y a plus que des spécialistes sportifs dans les médias. Il y a des médias non sportifs qui se passionnent pour le sport, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et qui n'ont pas la même connaissance, qui n'ont pas de problème par rapport au relationnel, parce qu'eux, ils s'en moquent que la personne se fâche derrière, parce qu'ils n'en auront plus besoin du sportif. Voilà, c'est Kleenex, on l'a pris, on jette, on s'en fiche. Évidemment, quand on bosse dans le sport, il faut qu'on soit très prudent par rapport à ça, parce que nos relations, nos sources, c'est quelque chose de très important. Bien, je vous interromps, très passionnant. On pourrait en parler des heures et des heures, mais là, c'est vrai que l'heure tourne. Et pour être complet, les spectateurs qui nous ont fait le plaisir d'assister à l'émission vous ont posé quelques questions. Alors, des questions courtes et des réponses courtes. Donc, première question, je rappelle, réponse courte. Peut-on imaginer l'évolution des relations médias-athlètes dans le futur? Qui Je ne vois pas dans l'avenir comment cela peut évoluer de façon différente qu'une grande évolution des réseaux sociaux, donc d'un contact direct, soit des agents, soit des athlètes, avec directement les médias. Et dans ce cas-là, l'éthique va vraiment prendre une grande place. Chacun doit vraiment rester à sa place. Très bien, merci. La deuxième question, peut-être pour Gérard, celle-ci. La vérification des informations. Comment faire? Comment vérifier l'information? Il faut faire comme on faisait avant, c'est-à-dire prendre le temps de vérifier quand on a un doute. Parfois, on n'a pas de doute, heureusement. Et ça a été dit tout à l'heure, le temps, c'est ce qui nous manque le plus, parce qu'on vit dans un monde de concurrence échevelée, et il y a ceux qui jouent leur crédibilité. L'équipe, par exemple, évidemment, en fait partie. Une fausse info dans l'équipe, c'est grave. Et ceux qui ne la jouent pas du tout, parce qu'ils s'en moquent, parce que le but, c'est de balancer un maximum de choses le plus vite possible. Et puis, si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, tant pis. On est confronté à ça. Il faut, alors on parlait d'éthique, il faut que nous, on s'oblige. On s'oblige à parfois mettre plus de temps, quitte à être doublé sur la diffusion d'une information. Mais on peut pas. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de se tromper parce qu'on n'a pas vérifié une information sur laquelle on doute. Très bien, merci. Une question directement pour Jean-Claude Volmer, qui était à Sydney en 2000 dans l'encadrement de la Fédération d'athlétisme. L'influence de la presse sur la non-participation de Marie-Josée Pérec à l'époque? On n'en saura vraiment jamais rien directement, mais il n'y a pas que la presse qui a joué. Il faut rappeler que Marie-Josée Pérec, dans la préparation, c'était complètement isolée. Elle allait s'entraîner en Allemagne de l'Est, elle n'était pas en stage avec l'équipe de France avant, elle vivait à l'hôtel, elle était totalement isolée. Et je pense que ça a contribué, son isolement, à la perturber, à effectivement créer de la pression. Le fait qu'elle ait eu des rapports tendus avec la presse, je pense, n'explique pas sa fuite délibérée avant la compétition. Très bien, merci. Dernière question.
en politique, le CSA a un rôle de gardien, de contrôle, de régulateur. Le sport a-t-il besoin d'une instance de régulation? Fanny? Peut-être, mais comme beaucoup d'autres domaines de la société. Néanmoins, je pense que vu l'évolution des moyens de communication, des réseaux sociaux, etc., de toute façon, tout ne sera pas vraisemblablement contrôlable. Donc peut-être que c'est une peut-être solution, mais pas une solution radicale, a priori, vu l'évolution des moyens. Et merci. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de votre participation. Merci à toute l'équipe. Et je vous rappelle que les émissions précédentes sont visibles sur Canal INSEP, rubrique Air du sport. Merci, à bientôt.